Nolwenn Veller, bonjour. Bonjour. Je vous présente, vous êtes journaliste indépendante et vous avez signé la dernière enquête de Splend, ce média indépendant d'investigation breton. Alto Bretz en Centre-Bretagne, le vrai coup des chips made in France, c'est le titre de l'article qu'on peut retrouver en accès libre, on le dit. Et puis si on souhaite soutenir le projet développé par Splend, on peut aussi aller faire un don. Mais en tout cas, l'accès aux articles est libre. Quel était le point de départ à ce travail d'enquête ? C'est notamment un agrandissement qui a déjà commencé. Alors il y a eu plusieurs points de départ qui se sont rassemblés. Il y a effectivement ce projet d'agrandissement qui suscite certaines interrogations, notamment au sein de l'association Eaux et Rivières de Bretagne. Donc on avait reçu des alertes là-dessus et on avait aussi eu des interpellations via l'association Terre de Liens qui s'inquiétait de l'accaparement de certaines terres pour la production de pommes de terre à destination de la fabrication de chips. Alors ce terme d'accaparement, il est contesté par la société Alto, on pourra peut-être revenir sur ce point. Et puis il y avait aussi des inquiétudes du côté de la consommation de pesticides qui sont très importants sur les cultures de pommes de terre en conventionnel pour le moins. On va présenter un peu plus cette société, donc Alto, qui produit les chips Bretz. C'est une société qui a été créée dans les années 90, implantée en Bretagne, dans le Morbihan. Et alors, contrairement à l'image d'entreprise familiale qu'elle vend et à laquelle moi j'ai cru, il faut redire que c'est donc un géant de l'agroalimentaire et qui fait même partie d'une holding encore plus grande encore avec d'autres activités. Je crois que ça avait été le sujet d'un premier article chez Splend. Alors effectivement, la marque de chips Bretz, donc ça appartient au groupe Alto qui lui-même fait partie de la holding Alain Glon. Après, il faut s'entendre sur ce que signifie une entreprise familiale. Évidemment, donc Laurent Cavard, en fait, qui dirige Alto, est le gendre de Alain Glon. Donc à ce titre, on peut parler d'une entreprise familiale. Après, il s'agit effectivement d'une entreprise locale au sens où le siège est basé, enfin en tout cas, non, le siège de Alain Glon est à Paris, mais en tout cas, l'usine de fabrication des chips, elle est effectivement basée géographiquement, physiquement en Centre-Bretagne. Il y a environ 500 personnes qui y travaillent. Et donc c'est pareil, est-ce qu'une entreprise familiale dans l'esprit des gens c'est 500 personnes ou c'est beaucoup moins, on peut, voilà, c'est sujet à interprétation. Peut-être continuer sur la dimension de cette entreprise. C'est donc, moi je l'ai découvert en lisant votre article, le numéro 1 français en tout cas de la chips en France. Oui, en termes de volume produit, c'est la moitié des chips qui sont produites en France, qui sont produites sur le site de Alto en Bretagne et avec une croissance conséquente puisque la consommation de chips augmente et la production est appelée à augmenter aussi puisqu'il y a cette nouvelle usine là, qui devrait voir le jour en 2026. L'idée c'est de doubler le volume en tout cas produit avec cette nouvelle usine. On peut ajouter que depuis 2020 les ventes ont augmenté de près de 50% pour Bretz, donc une entreprise qui se porte très bien avec un chiffre d'affaires qui était estimé à près de 300 millions d'euros pour l'année 2024. Et dire enfin, puisqu'on n'achète pas que des chips françaises, qu'aujourd'hui en France, 40% des chips sont importés. Quand on achète un paquet de chips Bretz, on a l'impression d'acheter un produit local de bien faire en tant que consommateur, conçu avec des pommes de terre françaises, et puis le goût est très flatteur. Pourtant, cette production, elle est néfaste à plusieurs égards. C'est quand même important de le rappeler. On a commencé à parler des pesticides notamment. Alors, on achète effectivement un produit qui est fabriqué en Bretagne, puisqu'on a rappelé que l'usine de production est située en Morbihan. Les pommes de terre sont aussi produites en Bretagne en partie et en France, en tout cas elles ne sont pas importées, donc à ce titre il s'agit effectivement d'un produit français. Après, si une partie des chips Bretz sont produites en agriculture biologique, la plupart sont produites de manière conventionnelle et il faut savoir que les légumes en général, les pommes de terre en particulier, sont des cultures fragiles, notamment au mildiou, qui est un champignon qui s'attaque aux feuilles mais aussi aux tubercules, et que donc les traitements pesticides sont vraiment très importants. Ça commence aux premières traces et au final, pour prévenir soit l'apparition, soit le fait que ça s'étende, le mildiou, il peut y avoir un traitement jusqu'à 1 fois par semaine pendant plusieurs mois. Donc c'est vraiment
le point noir, je dirais, des chips dites locales, puisque effectivement, comme peut-être les auditeurs et auditrices ne le savent pas, mais les pesticides ne sont pas des produits locaux, puisque c'est produits à base de dérivés de produits pétroliers qui sont importés et qui viennent de très loin. Et également mauvais pour la santé. J'ajoute, c'est pas forcément le sujet de l'article dont on parle aujourd'hui, et je pense que Bretz n'est pas la pire des marques d'un point de vue nutritif, si on en croit son Nutri-Score C, mais il faut le redire, les chips sont des produits transformés ultra caloriques, riches en gras et en sel. Bretz a été le premier en France à imaginer des chips aromatisés, avec une gamme d'une 30aine de parfums aujourd'hui. Pour avoir une saveur pizza au feu de bois, pastis ou cheddar bière, j'ai pris les goûts les plus étranges. Vous imaginez bien qu'il faut des arômes qui sont naturels chez Bretz et parfois aussi des additifs de type acidifiant ou correcteur d'acidité. Arte a sorti en février un super documentaire sur les aliments ultra transformés et il y est question de justement des techniques des industriels pour nous tenter toujours plus dans nos achats et nos actes de consommation et sont notamment évoquées les extensions de gamme dont je viens de parler. On y entend aussi les chercheurs qui travaillent sur les liens entre aliments transformés et obésité, diabète ou encore maladies chroniques, un documentaire que je vous recommande. Il y a eu ce contexte récemment, contexte d'inflation, notamment de l'énergie, qui est marqué depuis le début de la guerre en Ukraine et qui a donc eu des répercussions sur les industries agroalimentaires. Ça a pas mis du plomb dans l'aile là dans la bonne santé économique de la société dont on parle, puisqu'il y a eu du lobby mené pour au final à réussir à décrocher des économies sur le tarif du gaz. Oui, alors c'est un des points qui a suscité finalement le choix de Splant de publier cette enquête, c'est qu'il y a eu un lobby de la part d'Alto, enfin en tout cas des contacts appuyés pris avec plusieurs des députés bretons pour faire passer un amendement qui permet de réduire le prix de l'énergie pour les fabricants de chips. Donc Alto, que nous avons sollicité, qui nous a longuement répondu pour cette enquête, estime qu'il ne s'agit pas d'une ristourne fiscale, c'est comme ça que nous on l'a résumé dans l'article, mais qu'il s'agit d'un alignement avec les autres fabricants de légumes déshydratés qui faisait que les fabricants de chips n'étaient pas à égalité. Nous, on maintient qu'il s'agit d'un cadeau fiscal, même si eux, ils estiment que c'était que justice de le réaligner. Et on souligne dans l'article que, étant donné les progrès de commercialisation et de chiffre d'affaires de Alto, il ne nous semble pas que s'il y avait une inégalité, ça leur portait vraiment préjudice. En tout cas, le résultat, c'est que grâce à un amendement sur la loi de finances 2025, la société a pu bénéficier de tarifs réduits pour le gaz et ainsi faire 3 à 4 millions d'euros d'économies. Sur les 3 à 4 millions que vous avez évoqués, donc ça c'est l'estimation qui est avancée dans l'amendement qui a été proposé pour l'ensemble des chipsiers. On n'a pas réussi à identifier l'origine exacte de ce chiffre. Même en interrogeant du coup le cabinet de Madame Lepay qui est à l'origine de cet amendement qui finalement est passé par le Sénat pour être adopté. En tout cas, c'est pas Bretz qui va faire 3 à 4 millions d'euros de bénéfices, c'est l'ensemble des chipsiers. Il va se tailler la part du lion, on dit dans l'article, parce que c'est lui qui fabrique le plus de chips. Vous écoutez Canal B en FM en Ille-et-Vilaine sur le 94 et partout dans le monde sur canalb.fr. Le succès de la société Alto et de sa marque Bretz est tel qu'aujourd'hui une seconde usine est donc en construction, pas très loin du premier site. En fait, il s'agit d'agrandir le siège qui est situé à Saint-Gérand dans le Morbihan. À terme, donc c'est 2028, on prévoit d'arriver à un volume total de 40 000 tonnes de chips. Et cette nouvelle usine, en fait, elle a suscité l'attention et l'inquiétude de Eaux et Rivières de Bretagne, notamment, parce que, en fait, il va y avoir une augmentation de la consommation d'eau. Donc, la consommation par kilo de chips produit diminue. Alto insiste là-dessus, puisqu'il y a des process qui évoluent, etc., etc. Mais il va y avoir quand même, à terme, si tout se passe comme prévu, une augmentation de 100 000 mètres cubes d'eau consommée par l'entreprise par rapport à ce qui est consommé aujourd'hui. Et c'est de l'eau potable. Et c'est de l'eau potable, puisque c'est pour des produits alimentaires. Donc, c'est de l'eau potable donc, qui est fournie par Eau du Morbihan.
Et donc, dans un contexte quand même de raréfaction de la ressource, avec les sécheresses répétées, même si ces derniers mois, il a beaucoup plu et que voilà, ça peut paraître paradoxal de s'inquiéter de la sécheresse. Mais c'est une autre facette du réchauffement climatique. Donc dans un contexte de tension sur la ressource et notamment de tension sur la ressource en eau potable, parce qu'on rappelle quand même en Bretagne, mais pas que, mais l'accès à l'eau potable devient de plus en plus compliqué puisqu'il y a pas mal de puits qui sont fermés à cause de la pollution aux pesticides. Donc, dans un contexte comme ça de raréfaction de la ressource, Eaux et Rivières de Bretagne s'interroge, mais aussi certains élus qui siègent dans les instances où on s'intéresse, notamment à la commission locale de l'eau, au sein desquelles on s'intéresse au partage de l'eau, s'inquiètent quand même de cette quantité en disant, donc là, on va dépenser 100 000 mètres cubes d'eau potable en plus pour fabriquer des chips, mais si par exemple demain, on veut mettre en place une légumerie pour les cantines scolaires, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ces 100 000 mètres cubes vont nous manquer ou pas ? Alors, ils affirment pas que ça va manquer, mais ils auraient pour le moins aimé qu'on s'interroge sur ce partage de l'eau. Et l'autre chose qui les inquiète, c'est que finalement, Alto a déposé une demande, alors c'est un petit peu technique, mais d'enregistrement pour cet agrandissement et pas d'autorisation. Et l'autorisation aurait impliqué des études environnementales plus poussées. Et dans la mesure où il va y avoir cette quantité d'eau en plus, mais aussi une production de déchets et d'eau à épurer supplémentaire, Eaux et Rivières de Bretagne aurait aimé que ce soit plutôt cette seconde modalité qui soit retenue, à savoir l'autorisation. Mais c'est une demande qui a été faite par Eaux et Rivières, notamment à la préfecture, et qui a été refusée. Donc aucune autorisation environnementale n'a été demandée pour cet agrandissement. La commission locale de l'eau n'a pas non plus été consultée sur ce sujet-là. Et il faut dire que les questionnements là sur l'impact environnemental de cet agrandissement ne s'arrêtent pas au sujet de la consommation de l'eau. Il y a aussi la gestion des déchets. Alors sur les déchets, il y a une double inquiétude. C'est pareil, c'est des inquiétudes que Alto que Splan a interrogé et qui a répondu, réfute, parce qu'ils expliquent que donc il y a d'une part les eaux usées. Il y a une station d'épuration sur le site et donc Alto s'est engagé à ce que les eaux usées supplémentaires qui vont être générées par l'agrandissement soient intégralement réutilisées pour irriguer des champs que la société loue ou possède à côté. Avant de revenir sur cette affirmation-là, le discours a évolué. Alors, le discours est changeant. Alto réfute aussi le fait que leur discours est changeant, mais toujours est-il que quand ils ont finalement présenté le projet à la commission locale de l'eau en septembre 2023, donc à la demande répétée de la clé qui s'étonnait de ne pas avoir été consultée, finalement, Alto a décidé de leur présenter le projet en présence de la préfecture. Et donc là, dans leur document de présentation, ils expliquent que l'intégralité du surplus généré servira à irriguer les champs situés à côté de l'usine. Après, dans d'autres affirmations, ils expliquent que finalement 50% des eaux usées sont destinées à l'irrigation et une autre partie sera reversée dans le Saint-Niel, mais on ne sait pas exactement si c'est que les nouvelles eaux ou si c'est toutes les eaux. Enfin, il y a quelques incertitudes quand même autour de la destination de ces eaux usées. Et ce qui inquiète aussi aux Rivières de Bretagne, c'est que du coup le Saint-Niel est quand même un cours d'eau qui est déjà en piteux état et sur lequel en fait il pourrait aussi y avoir une nouvelle station d'épuration mise en place par Pontivy Communauté. Donc ça fait potentiellement une pression doublement accrue sur ce cours d'eau qui n'est déjà pas en très bon état. Et Splan a interrogé Pontivy Communauté pour savoir ce qu'il en était et Pontivy Communauté ne nous a pas répondu. Sur la gestion des déchets, enfin, il y a ces boues qui vont passer par un méthaniseur au-delà de la quantité qui est autorisée pour le moment dans ce méthaniseur et puis surtout qui vont a priori être épandus à côté. Alors l'augmentation de la capacité du méthaniseur, ça faisait partie des éléments qui étaient avancés par Eaux et Rivières de Bretagne pour pouvoir non pas demander un enregistrement, mais une autorisation pour l'agrandissement de cette usine. Donc il y avait cet aspect-là. Il y a le fait que effectivement les autorisations pour augmenter, donc c'est presque multiplié par 2 la capacité du méthaniseur. Elles ont un petit peu tardé. Mi-juin 2023, Eaux et Rivières s'interrogent sur l'augmentation annoncée du méthaniseur. Les échanges qu'ils ont avec les administrations de l'État montrent que finalement, à cette date-là,
l'autorisation pour augmenter les capacités du méthaniseur n'a pas encore été accordée, alors même qu'elle est mentionnée dans le dossier de demande d'enregistrement. Apparemment, aujourd'hui, cette situation a été régularisée. Et donc, toutes ces boues-là, elles doivent être épandues. Donc, il y a un plan d'épandage qui a été négocié avec la préfecture, mais auquel on n'a pas réussi à avoir accès. Alors, il y a un rayon qui est assez conséquent, qui a été négocié de 6 km, donc ça fait pas mal de milliers d'hectares, mais en fait, ces milliers d'hectares-là ne sont pas tous épandables, parce qu'il y a des endroits qui sont en pente, il y a des endroits qui sont trop près des cours d'eau, il y a des endroits qui sont trop près des habitations, et il y a d'autres besoins d'épandage sur ce même périmètre. Donc, on s'interroge un petit peu sur est-ce que vraiment les terres qui sont destinées à recevoir ces boues-là seront vraiment aptes à les recevoir. Alors, l'arrivée de cette nouvelle unité donc en Centre-Bretagne pour la société Alto et sa marque Bretz, elle serait synonyme de 40 nouveaux emplois. On le lit dans votre article. C'est souvent aussi l'argument pour justifier le soutien politique et public qui est là aussi fort sur l'agrandissement. Alors oui, les financements, il y a eu les tarifs sur le gaz, il y a eu des aides de la région Bretagne, il y a eu des aides de la PAC aussi. Donc la politique agricole commune pour des sociétés civiles d'exploitation agricole, propriété de la société Alto. Et il y a aussi eu des aides de l'Union européenne pour l'agrandissement de l'entreprise. Alto, c'est son PDG qui donne ces chiffres-là, a reçu 600 000 euros de l'Union européenne et 400 000 euros de la région Bretagne. Et c'est vrai que effectivement, c'est toujours la question de l'emploi qui est avancée comme argument, et c'est un argument évidemment qui s'entend. Mais ce qu'ont à dire les gens élus ou les associations, c'est que finalement, on ne peut pas se contenter de ce seul argument de l'emploi, et qu'il faut penser les choses globalement, et que c'est pas parce qu'on défend l'emploi que ça justifie de pas partager l'eau et d'augmenter la quantité de pesticides qui sont produits, et qu'on pourrait collectivement réfléchir à la création d'autres types d'emplois. Pour porter ces questionnements, ces inquiétudes, il y a donc Spland pour Média pour lequel vous avez signé cette enquête et cet article. Et puis il y a des associations collectives qui sont mobilisées sur la question. On a cité Eau et Rivières de Bretagne. Il y a aussi le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest. Vous avez aussi cité Terre de Liens qui donc travaille pour garantir un accès aux terres pour des projets agricoles durables, qui parle d'accaparement des terres, ce que réfute la société. On peut peut-être terminer là-dessus. Oui, alors sur l'accaparement des terres, effectivement, il y a un double problème en fait. Il y a le fait qu'il y a quand même une déprise agricole qui n'aura échappé à personne, en tout cas parmi les personnes qui s'intéressent à ces questions, c'est que l'élevage décroît en Bretagne, et qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui retournent leurs prairies destinées du coup aux vaches pour y planter des légumes en général et des pommes de terre en particulier. Les quantités d'hectares ne sont pas si importantes pour l'instant. Le PDG d'Alto a tenu à nous répondre que pour l'instant, il y avait environ 4450 hectares en France et a priori à peu près la moitié en Bretagne. Mais le problème, c'est finalement de capter des hectares pour un type de production, plutôt que d'encourager la diversification de la production pour une alimentation reterritorialisée. Et c'est ça que Terre de Liens déplore en fait. C'est le fait d'avoir des bassins de production extrêmement spécifiques qui spécialisés là sur la pomme de terre. Là sur la pomme de terre, mais du coup dans un autre coin de France ce sera autre chose. Et ça c'est quelque chose, on sait, qui porte atteinte finalement à la résilience alimentaire des territoires. Alto Bretz en Centre-Bretagne, le vrai coup des chips made in France. C'est à retrouver en ligne sur le site spland.org. Un article en accès libre que vous avez écrit, Nolwenn Veller. Vous êtes donc journaliste indépendante et avez signé cette dernière enquête pour le média indépendant d'investigation breton, Spland, SPLA2N. Merci beaucoup. Merci. Curiosité, c'est terminé. Un programme d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h40 et en rediffusion le lendemain à 9h40. Pour les podcasts, rendez-vous sur canalb.fr.